Et donc ce que vous voyez, c'est que de toute façon, nous allons devoir nous sevrer, même si Mme Pompili et ses collègues ne font rien. De toute façon, nous allons devoir nous en passer, et à cause de l'importance du pétrole encore aujourd'hui dans l'économie, ça veut dire que le plus vraisemblable, c'est que l'essentiel de votre vie future s'inscrira dans un monde dans lequel la crise économique sera le quotidien. Donc en gros, si je résume, nous sommes aujourd'hui pris en tenaille entre deux risques qui se répondent. Un risque de se confronter aux limites planétaires parce qu'on ne se sèvre pas, et un risque lié au sevrage qui, si on l'effectue, doit s'effectuer à une vitesse telle que ça ne ressemble pas à rentrer dans le mur à pleine vitesse, mais ça ressemble quand même à décélérer en faisant quelques tonneaux. C'est ça la situation dans laquelle on est. Et si je le redis autrement, ça veut dire qu'on va devoir gérer plus d'emmerdements avec moins de moyens. Bon, calmez-vous. Aujourd'hui, la vidéo va être plus longue que d'habitude, car elle a été écrite par Aurélien Chronos, qui, vous allez le voir, interviendra en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si vous voulez. Alors, posez-vous, sortez vos oreillettes Bluetooth dernière génération fabriquées en Chine, prenez votre panier à linge fait à partir de pétrole, et commencez votre repassage. Comme ça, vous pourrez apprendre des trucs et gagner du temps sur vos tâches ménagères. Ouais, moi, c'est ce que je fais quand j'écoute des vidéos de plus de 10 minutes. Bref, c'est parti. Vous connaissez sûrement Jean-Marc Jancovici, dont il a été plusieurs fois question sur cette chaîne. En plus de ses conférences et interventions dans les médias, il a fondé le Shift Project en 2016, et en gros, c'est un groupe de réflexion qui a publié en 2022 le plan de transformation de l'économie française, que nous appellerons le plan, pour des raisons évidentes de fluidité. Ce livre est un résumé de plusieurs rapports traitant des transformations que l'économie française pourrait accomplir pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et vous allez le voir, ça risque d'être compliqué pour tout le monde. En gros, pour résumer le projet rapidement, il s'agit de réduire les émissions de CO2 de la France, et ce, tout en créant une économie relativement autonome et qui serait résiliente face aux crises éventuelles, crises agricoles, météorologiques, crises d'approvisionnement, etc. Mais surtout, et c'est toute la question de cette vidéo, il faut rendre ce changement acceptable pour la population. Et ça, c'est pas gagné. Le plan commence par constater que les émissions de gaz à effet de serre françaises sont passées de 568 millions de tonnes en 2005 à 455 millions en 2019. C'est en bonne partie grâce aux efforts de sobriété de l'industrie, mais aussi dû au fait qu'une bonne partie de la production a été délocalisée. Donc le problème a été globalement déplacé. L'objectif chiffré est de réduire ces émissions à 85 millions de tonnes, donc 80% en moins d'ici à 2050. Pour Janco et ses amis, les principales sources d'émissions de CO2 sont la production d'énergie, l'industrie, l'agriculture, les transports et le logement. Donc, d'après le plan, certaines productions devraient diminuer, comme la production énergétique, la production agricole, l'industrie automobile, aérienne ou encore la construction de logements neufs. Alors le pétrole, il se trouve qu'il y a une voiture balai, même si on se fout du climat, qui est que les gisements s'épuisent. Vous trouverez dans un excellent travail qui a été fait, j'insiste, par le Shift Project il y a 6 mois, qui est passé raisonnablement confidentiellement dans la presse. Il y a l'ancien patron de l'exploration de Total, donc celui qui cherchait les gisements, vous savez, qui dénichait les œufs de Pâques avec sa grosse loupe de Sherlock Holmes. Vous avez le patron de l'évaluation des gisements, c'est-à-dire celui qui passe derrière le premier en disant là-dedans, je pense qu'en y mettant tant de milliards, on peut faire sortir tant de pétrole. Ces deux-là, fraîchement retraités, ont pris du service pour le Shift Project et ils ont confirmé ce que l'Agence internationale de l'énergie a dit en 2018 et qui devrait aussi occuper Google un peu plus que Messi. Ils ont dit que la production de pétrole conventionnel est passée par un maximum en 2008 et décline depuis. Mais face à cette diminution de la production, d'autres activités sont censées se développer. La réparation et le recyclage des produits industriels, la livraison sur des circuits courts, l'agriculture à basse productivité, ou encore la mise sur pied d'une industrie française des batteries pour vélo, par exemple. Vous vous demandez sans doute comment la France va gérer de tels changements, surtout avec les pertes d'emplois massives dans les secteurs qui seront mis en déclin. Et vous n'êtes pas les seuls à vous poser la question. Janco aussi se l'est posé. Et en gros, le plan annonce que les pertes d'emplois seront plus que compensées dans les secteurs où les emplois s'accroîtront. Par exemple, les emplois de l'industrie lourde ou de pointe seront remplacés par des emplois artisanaux. Parce que oui, dans cette économie future, entretenir et réparer les objets deviendront forcément des métiers plus importants que produire de nouveaux objets de consommation. Mais dans tout ça, il y a peut-être un angle mort. Ce remplacement d'emplois industriels par des emplois plus artisanaux revient à remplacer des emplois qualifiés avec des rémunérations conséquentes par des emplois aux revenus beaucoup plus incertains. Parce que oui, il ne suffit pas seulement de parler d'emploi. Encore faut-il savoir combien gagneraient les travailleurs et quel serait le revenu de l'économie au niveau national. Les auteurs du plan ont justement renoncé à toute projection des conséquences de leur projet en termes de croissance économique mesurée par l'évolution du PIB. Parce que dans un monde qui est en contraction énergétique, la croissance économique ad vitam aeternam, c'est comme Dieu. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Et surtout, ça n'a aucun sens. En gros, l'économie qu'on vous apprend aujourd'hui, elle dérive
de façon très sophistiquée, avec des tas de fonctions de mathématiques complexes, etc., auxquelles je ne comprends rien, mais elle dérive de manière très ancienne, de manière très sophistiquée, d'un postulat très ancien, qui est que pour alimenter le système productif, j'ai besoin de 2 facteurs humains, qui sont le capital et le travail, et ça suffit à remplir le supermarché. Alors en fait, l'ingénieur qui regarde ça, il vous dit « c'est pas sûr, parce que pour remplir le supermarché, il faut avoir la matière qui va remplir le supermarché. » Donc en fait, si vous voulez faire une chemise, c'est compliqué sans les molécules qui constituent la chemise. Il a bien fallu les trouver quelque part. Donc, pour avoir une production, et c'est vrai même dans les services, vous voyez, l'enseignement est un service, mais pour le service d'enseignement dans lequel vous êtes, il faut faire cet amphi, avec du pétrole partout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut que je sois capable de venir ici pour causer, dans un RER qui est fait avec du fer et du plastique, c'est-à-dire encore du pétrole. Il faut qu'on soit alimenté en électricité, parce que sinon je suis obligé de m'époumoner, et puis vous n'avez pas droit à mes planches, qui sont quand même merveilleuses. Donc vous avez besoin, quelle que soit la production économique que vous regardez, de ressources naturelles, et vous avez besoin d'une capacité à les transformer, et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que cette capacité à les transformer, c'est un peu nous, et essentiellement les machines et l'énergie. Voilà, c'est ça la réalité du système productif. Et si vous avez un stress sur l'approvisionnement énergétique, qu'il soit voulu pour raisons climatiques ou subi pour raisons géologiques, peu importe, la conséquence économique est la même, vous avez un stress sur le flux physique de production, et donc vous avez un PIB qui morfle. Ça pose un tout petit problème dans l'attelage dans lequel nous vivons, parce que je vous rappelle que l'article 3 du traité de Lisbonne dit que l'Europe vise la croissance. C'est quand même ballot d'avoir dans la Constitution un truc qu'on n'est pas sûr d'avoir. Et non seulement qu'on n'est pas sûr d'avoir, mais qu'on est de plus en plus sûr de ne pas avoir. Et là, normalement, vous voyez où on va en venir. Et ça ne vous étonnera pas si vous suivez la chaîne. Vous entendez sans doute déjà le mot décroissance. L'une des idées fortes de Jean-Marc Jancovici est qu'il est impossible de concevoir une économie qui serait à la fois en croissance et qui décarboniserait ses activités. D'ailleurs, ne serait-ce que la stagnation du PIB des pays riches est écologiquement et physiquement inconcevable. Comme le dit Janco, il va arriver un moment où il va falloir hiérarchiser nos renoncements. Alors oui, c'est vrai, il existe une thèse alternative qui est celle du découplage du PIB et du CO2, autrement dit, grâce à de nouvelles technologies hypothétiques pour le moment, chaque pays pourrait diminuer ses émissions de CO2 tout en continuant sa croissance. Donc en continuant de produire toujours plus et de consommer toujours plus. Perso, moi ça me fait marrer, mais bon. Vous évoquiez le découplage. Certes, mais c'est une pensée magique. C'est une croyance au Père Noël. Ce que montrent l'histoire et les analyses sérieuses, les publications scientifiques, c'est un surcouplage. C'est un peu compliqué de parier notre avenir sur quelque chose qui est démenti par les faits. Moi, je crois qu'il faut peut-être décadrer un peu, si vous m'y autorisez, la question. On se demande souvent que penser de la décroissance. Mais c'est une mauvaise question. Croyez-moi, la décroissance va avoir lieu, ça ne fait aucun doute. Même en France, nous sommes tributaires des fossiles et les fossiles vont décroître. Le monde qui s'annonce est en contraction énergétique. C'est un fait physique. Ça, c'est mon domaine, je suis sûr de moi. Et surtout, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que l'usage des ressources fossiles comme le pétrole et le gaz reste présent de façon directe ou indirecte dans énormément d'objets de notre vie quotidienne. Cette énergie fossile, vous êtes assis dessus. Les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, c'est du pétrole. Les vêtements que vous portez, c'est du pétrole. Dès que vous avez une fibre textile synthétique, du polymachin chouette, du nylon, etc., pétrole. Ce qui coiffe ce micro, du pétrole. Ce truc en plexiglas, du pétrole. Vous marchez sur du pétrole, la moquette c'est du pétrole. Tout à l'heure à midi, vous allez manger du pétrole. Des tracteurs, des engrais, des camions qui ont amené tout ça jusqu'ici. Le shampoing, du pétrole. Vos lunettes, du pétrole. Le vernis, du pétrole. Tout du pétrole. D'accord ? Tout. Les skis, parce que vous êtes privilégiés, que vous avez les moyens, moi aussi, du pétrole. Pour ceux d'entre vous qui cet été ont fait du parapente, tout simplement sont allés se balader en montagne avec des Adidas, enfin, ou n'importe quelle autre paire, du pétrole. Du pétrole partout. Du pétrole partout. Absolument partout. Nous vivons dans une baignoire de pétrole. Ici, vous avez des Américains qui ont sorti de leur domicile tout ce qui comporte du pétrole comme molécule dans la fabrication. Il n'y a plus rien, et en fait, ils auraient dû sortir le parquet s'il est verni, parce que les vernis, c'est du pétrole. Ils auraient dû enlever la peinture, c'est du pétrole. Ils auraient dû enlever les canalisations en plastique, c'est du pétrole. Du pétrole. Partout et tout le temps, du pétrole. Pour résumer, le rythme de réduction du CO2 émis en France reste très nettement insuffisant pour atteindre la baisse de 80% d'ici 2050. Il est donc fort probable que le plan ne soit pas réalisable sans décroissance du PIB, ni sans recul du pouvoir d'achat moyen. Et oui, parce que le coût de l'alimentation deviendra plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, en proportion du budget des ménages. Et ce, parce que selon le plan, il faudra à la fois baisser la production agricole, mais aussi et surtout augmenter la rémunération totale des agriculteurs. Des agriculteurs qui seront plus nombreux et aussi plus précaires. Bref, compliqué.
compliqué tout ça. Mais attendez, c'est pas fini, parce qu'il y a une dimension politique à tout ce merdier. Et c'est le plus grave, car à ma connaissance, aucune formation politique ne promet autre chose aux électeurs qu'une progression de leur pouvoir d'achat. Et si vous avez bien suivi, c'est illusoire de vouloir toujours produire plus et consommer plus dans un monde qui va de toute façon décroître énergétiquement. Tous les programmes politiques nécessitent au minimum le maintien du PIB, voire sa croissance. Et d'un point de vue social, on les comprend, car une chute du PIB induit forcément une récession qui diminuerait les recettes du secteur public, donc le financement des retraites, du chômage, de la santé, etc. L'énergie abondante a baissé nos horaires. On travaillait 2 fois plus il y a un siècle qu'aujourd'hui et 3 fois plus il y a 2 siècles qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que les machines bossent à notre place. Donc nous, on a le temps d'aller à la Cato faire des études longues, de prendre nos retraites, ce que Macron veut réformer. Je vous signale qu'il y a 2 siècles, il n'y avait pas de retraite. Ça n'existait pas. Le monde n'était pas assez productif pour qu'on puisse se permettre de nourrir des inactifs. Donc il faut bien voir que le fait de soutenir des gens qui n'ont pas de fonction productive directe et qui peuvent faire autre chose, c'est quelque chose qu'on doit aux machines. Alors le temps libre, on l'a affecté de plein de manières différentes. Donc je vous l'ai dit, études longues, retraite, 35 heures, 6 semaines de congés payés, week-end. Voilà, tout ça, c'est de l'énergie. Comme grâce à l'énergie, on fabrique plus, du coup, on a plus à fournir aux consommateurs. Ça s'appelle l'augmentation du pouvoir d'achat. L'augmentation du pouvoir d'achat, c'est les énergies fossiles et en particulier le pétrole. Dans un monde avec moins d'énergie fossile, le pouvoir d'achat baissera. La seule bonne question, c'est de savoir comment on répartit ça. Et là vient la question qui fâche. La décroissance peut-elle être vendable démocratiquement ? Pour le moment, c'est une question ouverte pour laquelle j'ai pas de réponse toute prête. Et je pense que personne n'en a. Vous pouvez peut-être y répondre dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Ça peut être super intéressant. Mais pour le moment, en tout cas, nos responsables politiques ne semblent même pas réfléchir à comment faire accepter une décroissance, qui de toute façon aura lieu. À présent, je vous laisse en compagnie d'Aurélien Chronos. Allez, à toi mon petit bonhomme. Bonjour et merci Jordanix. Je suis Aurélien de la chaîne Aurélien Chronos et je vais vous donner ici mon opinion personnelle sur la faisabilité d'une décroissance pacifique. Il se peut donc que la décroissance s'invite sans prévenir, ou même que nous la choisissions politiquement pour ne pas avoir à la subir en catastrophe. Mais comment pourrait-elle être acceptée par la population alors qu'elle serait pour beaucoup de gens synonyme d'appauvrissement de nos modes de vie concrets ? Peut-être faut-il inciter chacun d'entre nous à mesurer son confort matériel autrement que par des sommes de revenus auxquelles nous avons accès, par notre travail le plus souvent. Pour comprendre ce que je veux dire, quand vous pensez à votre santé, en France, vous ne vous dites pas « j'ai tant d'argent à consacrer à ma santé en cas de maladie ou d'accident ». Et c'est le cas parce que vous vivez dans un pays où la sécurité sociale vous permet dans une certaine mesure d'être soigné sans que vous ayez à sortir à chaque fois de votre poche les sommes parfois énormes que nécessitent certains traitements médicaux. Vous avez d'une certaine manière un droit à la santé. Imaginons que demain, le système de soins en France, suite à des révolutions scientifiques, trouve le moyen de soigner tout le monde plus efficacement et pour beaucoup moins cher. Dans ce scénario, vous n'irez pas vous plaindre de payer moins cher pour votre santé, que ce soit sous la forme de cotisations d'assurance maladie, de primes d'assurance ou en payant des soins de votre poche. L'important n'est pas que votre budget santé diminue. Ce qui compte est que vous restiez en bonne santé. C'est la satisfaction d'un besoin qui compte, pas le montant du budget qui est consacré. Eh bien, pourquoi ne pas étendre ce fonctionnement à d'autres postes de votre consommation ? Mettons que, quel que soit votre emploi, vous soyez rémunéré en partie en salaire et en partie sous forme de droits. Vous avez le droit à une certaine quantité de calories, de lipides, de glucides ou de protéines, peu importe. Mais vous avez le droit à une alimentation tout à fait correcte. Vous avez aussi un droit au déplacement. Vos trajets professionnels, familiaux, utilitaires et dans une certaine mesure de loisirs seraient réalisés, d'une manière ou d'une autre. Vous avez un droit au chauffage, à l'éclairage, etc. Cela veut dire que si l'économie est réorganisée pour que la production agricole, par exemple, soit faite localement, sans transports intercontinentaux, vous serez fourni et votre droit à l'alimentation sera satisfait. Si on rénove les logements pour réduire fortement la consommation d'énergie pour se chauffer en hiver, votre droit au chauffage est respecté également. Si vos transports peuvent se faire en train, en navette ou par covoiturage, votre droit au déplacement est tout autant concrétisé. Dans un avenir proche, la France risque fort de se heurter à des contraintes énergétiques qui feront que tout manquera ou coûtera beaucoup plus cher, et ce plus ou moins durablement. En cas de pénurie généralisée, votre salaire risque de ne plus valoir grand-chose, voire de ne servir à rien s'il n'y a plus rien à acheter, dans le commerce privé ou de détail. En rémunérant les travailleurs sous forme de droits et pas seulement de salaire, la société peut être contrainte à s'organiser pour trouver les solutions les moins chères, les plus résilientes ou les plus durables pour garantir ses droits à une vie décente. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut abolir la monnaie, ni procéder à une planification générale de l'économie. D'une part, parce que ce ne serait pas forcément l'État qui vous garantirait vos droits. Les acteurs privés, les employeurs, des associations, des centrales d'achat peuvent s'organiser pour satisfaire les droits des salariés. Et ce pour une raison évidente, parce que si on ne les satisfait pas, les salariés arrêteraient de travailler. D'autre part, une partie des rémunérations se fera toujours en monnaie.
car la monnaie représente aussi une liberté, celle de pouvoir acheter a priori ce que l'on veut, même si ce n'est parfois qu'un a priori, ou la liberté de pouvoir épargner au cas où. Voilà, si vous avez d'autres idées sur comment la décroissance, qu'on la souhaite ou non, pourrait se produire sans générer un chaos politique et social, si vous avez lu des auteurs décroissants et que vous pensez qu'ils ont des solutions qui peuvent fonctionner dans une démocratie, la section commentaires est là pour ça. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, et encore merci à Jordan X.